Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle webconférence d'actualité intitulée Municipal 2026. Bien connaître les règles de communication préélectorale, bien les connaître pour savoir prévenir les risques durant cette période particulière. Donc, webconférence organisée par VK, en partenariat avec le syndicat national des DG des collectivités, le SNDGCT. Donc, comme d'habitude, c'est une webconférence interactive, donc vous pouvez commencer à poser vos questions dès à présent sur l'onglet questions en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas, parce que l'idée vraiment, c'est de prendre vos questions au maximum tout au long de ces échanges. Donc, webconférence avec un intervenant, et un intervenant de grande qualité que vous connaissez déjà, Samuel Diens, avocat associé au cabinet Goutal, Alibert et Associés, également maître de conférence associé à l'Université de Nîmes, que vous aviez notamment vu lors de notre précédente webconférence d'actualité sur la décharge de fonction. Sur notre sujet, en quelques mots, parce qu'après, je m'appuie évidemment sur Samuel Diens. Donc, à partir du 1er septembre 2025, donc dans 2 mois pile, donc on sera à 6 mois des élections municipales et commencera donc la mise en application des règles relatives à la communication préélectorale, donc pour les communes, les intercommunalités et les candidats, qu'ils soient en fonction ou non. On va voir durant cette webconférence que le code électoral n'a pas du tout vocation à interdire toute communication institutionnelle, parce qu'on peut avoir cette tendance-là parfois d'avoir une vision très extensive et de se dire on ne peut quasiment plus rien faire. Donc, Samuel va vous montrer une position, j'ai envie de dire, médiane, entre ceux qui veulent tout interdire et ceux qui peuvent penser qu'on peut, si ce n'est tout faire, mais faire beaucoup de choses. Donc, souvent, la vérité est entre les deux. L'idée, effectivement, centrale, c'est que tout n'est pas interdit durant cette période. Donc, pour ne pas être plus long, je vais donner tout de suite la parole à Samuel Diens. C'est vrai que ça aurait été... Oui, le truc est passé. Donc, Samuel, à vous de commencer. Et j'ai mis sur le premier slide. Et on aura, comme d'habitude, des petites questions sondage, avec des fois des petits pièges, mais pas trop méchants. Et on ponctuera effectivement cette présentation de ces questions sondage. Samuel, c'est à vous. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette séquence concernant la communication en période préélectorale. Alors effectivement, comme l'a très justement rappelé Philippe, l'objectif c'est d'essayer de trouver l'équilibre et pour schématiser les choses entre sécurité et action. C'est-à-dire qu'on va quand même se rassurer sur un certain nombre d'aspects, les élus que vous accompagnez, les DG que vous êtes sont toujours ont toujours la capacité d'agir et de communiquer, on le verra pendant cette période. Et donc, on va essayer, comme le disait Philippe, de trouver cette voie médiane entre une approche exagérément frileuse et une approche exagérément permissive. Et donc, entre les deux, on va trouver un petit peu l'approche qui est l'approche du juge. C'est le deuxième élément sur lequel on veut insister avec Philippe aujourd'hui, c'est que le juge a cette approche pragmatique et on va essayer de développer une approche au cas par cas. Approche au cas par cas, c'est important, non, ça, c'est objectif. Hein. C'est objectif. C'est effectivement ce que nous dit le juge. C'est que sur la base des textes que je vais très rapidement vous rappeler, l'objectif, ce n'est absolument pas de s'apesantir sur des textes. Le code électoral, vous l'avez à disposition, c'est pas le sujet, mais c'est la base à partir de laquelle le juge, justement, développe cette approche pragmatique de la communication en période préélectorale. Alors, ce premier texte, vous le voyez, L52-1 et alinéa 2, pour ce qui nous concerne plus précisément aujourd'hui, c'est la fameuse période de 6 mois qui s'ouvre à compter du 1er septembre, période pendant laquelle, vous le voyez, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Et donc, on va illustrer abondamment avec Philippe cette règle que le juge administratif a considérablement éclairée par toute une série de
de décisions sur lesquelles nous reviendrons, en tout cas celles qui nous apparaissent comme étant les décisions les plus éclairantes pour vous ensuite, pour pouvoir vous y référer. Le deuxième article, c'est l'article qui peut être affecté par voie de conséquence. Si on ne respecte pas L52-1 alinéa 2, c'est l'article L52-8 qui rappelle que les personnes morales ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. L'idée d'articulation entre ces deux articles, c'est que si j'utilise les moyens de communication de la collectivité à des fins de propagande électorale, c'est un don que la collectivité me fait de manière directe pour ma campagne, et donc je tombe sous le coup de L52-8. Hein. Voilà un petit peu la logique d'articulation. Et voilà pour les textes. Maintenant, si vous en êtes d'accord, très concrètement, quelles mesures préventives pendant la période préélectorale? Et là, je crois que Philippe a une première Oui, interrogation à vous soumettre. merci Samuel. Donc, petite question sondage. À l'approche, vous l'avez de façon qui s'affiche à l'écran, à l'approche des élections municipales, envisagez-vous une restriction de votre communication institutionnelle? Donc, vous voyez, deux possibilités, oui ou non. On va, de toute façon, je pense qu'on aura les résultats rapidement. Samuel, je vous demanderai une petite réaction aux chiffres et on peut continuer à avancer. On a déjà des questions qui arrivent, dont la classique question sur le magazine municipal, mais je vous la poserai Absolument, après, je on va pense, y venir. une fois qu'on Ouais, on avance. va y venir en détail, ouais, tout à fait. Alors, concernant les mesures, d'abord, qui est concerné? Ça, c'est un point sur lequel on va passer rapidement parce que je pense que c'est connu, mais c'est bien de le rappeler. Évidemment, les collectivités territoriales. Et vous le voyez, le juge est extrêmement, là aussi, pragmatique. Qu'il s'agisse des collectivités sur lesquelles l'élection va avoir lieu, ou sur d'autres collectivités territoriales. Évidemment, là, on parle des municipales pour 2026, donc évidemment, on parle du journal municipal, mais on peut parfaitement aussi se retrouver dans une situation de communication illégale si, par exemple, dans le journal du département, on a un article exagérément élogieux qui concernerait un conseiller départemental qui, par ailleurs, serait candidat aux élections municipales de mars 2026. Donc, vous le voyez, et cet exemple-là vaut pour les autres structures juridiques qui sont visées dans cette première diapo. Dès lors que l'on va instrumentaliser la communication d'institutions ou de structures dans lesquelles les élus interviennent au titre de leurs fonctions électives, eh bien, on peut rentrer dans une communication qui pourra être considérée comme constituant une manœuvre et donc une propagande électorale et non pas une communication institutionnelle. Vous voyez, on a une grande diversité de structures et donc il faut être extrêmement attentif à ces différentes voies de communication. Samuel, alors, concernant maintenant… Oui, peut-être le chiffre, désolé. oui. Donc, parce que le chiffre est quand même assez intéressant. Donc, à l'approche des municipales, envisagez-vous une restriction de votre communication institutionnelle? J'insiste sur le mot institutionnel. Et on a un rapport de 2 tiers, 1 tiers. Oui, 65%. Donc, on est plutôt sur ce qu'on se disait au départ, sur cette vision un peu extensive. Je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire. Alors, un commentaire qui va nous permettre d'enchaîner ensuite, c'est que la question était effectivement un petit peu piège. Est-ce qu'il faut prendre des précautions et restreindre sa communication institutionnelle pendant la période? J'ai envie de dire oui, mais pour les bonnes raisons. Et c'est ce qu'on va essayer de développer. C'est que si il y a toute une série de communications ou d'actes de communication que vous avez l'habitude d'exercer, et on verra les 4 critères que le juge nous donne pour apprécier la légalité ou l'illégalité d'une action de communication, si vous respectez ces critères-là, il n'y a aucune raison de restreindre votre communication institutionnelle. Si en revanche, vous sentez qu'il y a une probabilité qu'il y ait un des 4 critères qui ne soit pas respecté, à ce moment-là, oui, la prudence vous conduira à restreindre votre communication institutionnelle. Et ce qui est important, et c'était l'objet de cette question, c'est de vous dire qu'il n'y a pas par principe à restreindre sa communication institutionnelle. Il n'y a à la restreindre que si on franchit ou on risque de franchir les limites que le juge nous donne et qui, vous le voyez, se fondent sur les dispositions de l'article L52-1 du Code électoral, on l'a rappelé tout à l'heure, et L52-1, et c'est dans le prolongement de la question et des réponses que vous avez apportées, n'interdit absolument pas de poursuivre toute action de communication institutionnelle pendant la période des 6 mois précédant l'élection.
euh, le juge administratif et le juge constitutionnel ont quand même érigé la communication institutionnelle en service public. Service public qui, vous le savez, il y a des juristes parmi nous, répondent à un certain nombre de grands principes de fonctionnement, dont le principe de continuité. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y aura des élections 6 mois après que l'on va cesser de répondre aux impératifs du service public de la communication institutionnelle. Simplement, la condition, c'est qu'il faut que cette communication institutionnelle n'ait comme finalité, vous le voyez, que d'informer objectivement le public et non pas de promouvoir l'image d'un candidat. Et c'est ce qu'on va maintenant aborder. Quelques illustrations. Alors, vous aurez l'occasion, puisque le diaporama vous sera évidemment transmis, mais vous avez là quelques illustrations. Magazine, hein. Plein de questions sur les magazines municipaux. Je vous les pose après, hein, Samuel. Ouais. Qui nous permettent de faire la différence entre une communication institutionnelle et de la propagande électorale. Vous le voyez, magazine régional, la règle vaut évidemment pour n'importe quel magazine, qui présenterait de façon neutre un grand projet de la collectivité, a bien été jugé par le Conseil d'État comme étant de la communication institutionnelle et non pas de la propagande dans une période préélectorale. De la même manière, vous le voyez, pour une commune qui s'est simplement contentée, et je reprends les termes du juge, se contenter d'informer ses administrés des projets en cours et du classement de la commune parmi les villes où il fait bon vivre, c'était un classement national. Le résultat est tombé pendant la période des 6 mois. Le maire et ses services, à travers le journal municipal, en ont fait communication, en ont fait information aux habitants de la commune. Le juge a considéré qu'il n'y avait là absolument pas de propagande en matière électorale, mais bien au contraire, une action de communication institutionnelle. Donc, vous le voyez, toute une série d'exemples qui vous montrent que la vie continue, si vous me permettez l'expression, la vie continue pour l'institution et la vie continue pour les élus. C'est évidemment la conséquence, c'est qu'un élu qui est candidat à sa réélection, il reste toujours élu. Et donc, dans l'exercice de sa fonction, il va avoir à prendre la parole à l'occasion de manifestations. Donc, l'objet n'est absolument pas de vous dire, vos élus, vous les mettez sous cloche pendant 6 mois et ils ne participent à plus aucune manifestation municipale. Non, il s'agit de savoir dans quelle situation et dans quelle manifestation les élus vont être amenés à prendre la parole. Et ensuite, et c'est peut-être là le plus difficile pour vous à maîtriser, c'est maîtriser ce qu'ils vont dire. Donc, ce n'est pas tant, vous le voyez, la participation que la prise de parole qui peut, le cas échéant, être délicate à encadrer, mais sur le principe, on y revient, vous le voyez, il n'y a pas d'interdiction. Au contraire, les élus continuent à être élus jusqu'au bout. Et d'ailleurs, les responsabilités d'un maire ou d'un adjoint candidat à sa réélection vis-à-vis du Code général des collectivités territoriales restent absolument les mêmes. Donc, on doit continuer à exercer son mandat, simplement, sans tomber dans la schizophrénie, mais avoir une prudence et une attention particulière aux propos que l'on va tenir à l'approche de l'échéance électorale. Sur les tribunes de l'opposition, à travers notamment, et c'est un premier élément de réponse aux questions que Philippe a pu avoir déjà sur le magazine. Il y a une question sur les tribunes, effectivement, oui. Voilà, le juge là-dessus est extrêmement clair. Aucune raison d'arrêter les tribunes, et on le verra un peu plus loin dans la présentation, aucune raison d'arrêter l'édito du maire s'il y en a un, d'enlever la photo du maire s'il y en a une, à partir du moment, on le verra, où c'était des pratiques qui étaient clairement établies depuis longtemps et il n'y a aucune raison d'en changer. Hein. On verra que c'est justement l'un des critères importants, c'est l'identité des supports et l'identité des formes qui sont utilisées pendant la période préélectorale. Et donc là aussi, le juge est extrêmement clair. Samuel, qu'on soit bien clair, la jurisprudence a l'air très claire là-dessus. Donc, parce que là revient plusieurs fois l'édito et les tribunes, et on sait que c'est le cas fréquent dans la fameuse version extensive de ville où on retire l'édito du maire. Au-delà même des fois, on retire la photo, mais on retire carrément l'édito. Édito, tribune, il n'y a pas de problème, on peut continuer. On peut continuer à condition. Oula. Que ça soit le cas avant. Voilà. Exactement, qu'on respecte les 4 principes que vous voyez apparaître, les 4 critères que le juge administratif a finalement construit au fur et à mesure des échéances électorales et de la jurisprudence qu'il a établie. Vous voyez les 4 critères qui doivent finalement vous conduire dans vos actions de communication dans la période qui va s'ouvrir au 1er septembre 2025. Le critère de l'antériorité. On va les reprendre successivement les uns après les autres pour qu'à chaque fois on ait des illustrations très précises. Antériorité de l'action, régularité de l'action
Là, on est plutôt sur les questions de fréquence, de périodicité. L'identité de l'action, c'est-à-dire qu'on doit avoir les mêmes formes, les mêmes supports, les mêmes canons de l'action de communication. Et puis, critère qui, lui, intéresse le fond de la communication et non pas la forme comme les trois premiers, c'est la neutralité de l'action de communication. Neutralité, ça signifie que l'on doit être sur une approche d'information de la population et non pas de promotion d'un candidat. Même si parfois la différence sera limite, on verra comment le juge, dans les exemples que je vais vous donner, comment le juge a pu faire le départ justement entre ce qui était une information sur les réalisations de la collectivité qui indirectement met en avant l'image de l'exécutif et de l'équipe municipale qui a porté ce projet et une action de propagande électorale où là l'objectif est très directement de ne faire apparaître que le maire et son équipe sous leur meilleur jour en vue de l'élection. Alors concernant le premier critère, le critère de l'antériorité, vous l'avez compris, Est-ce que il je s'agit… pose pas, avant de rentrer dans le détail, je vous pose pas les premières questions, Samuel? Ah ben s'il y en a Allez. sur ce qu'on vient déjà de développer, oui. Il y en a une. Bon, je pense que c'est clair dans vos réponses, hein, pour notre magazine municipal dont l'apparition est prévue en décembre 2025, comme chaque année. Donc, on est sur la régularité et dans lequel nous insérons habituellement la rubrique expression des listes. Devrons-nous suspendre cette rubrique pour ce numéro? Non, Non, on peut continuer. voilà. La seule limite ici, c'est la limite que l'on a, mais quelle que soit la période de publication de la tribune, c'est les limites liées au caractère insultant, injurieux ou diffamatoire de ce qui sera contenu dans la tribune. Et là, Bien sûr. le directeur de la publication reste toujours responsable des propos qui vont être publiés dans les colonnes du journal municipal, mais sur le principe, effectivement, il n'y a pas à arrêter si le journal municipal dont il est question existait auparavant, on est toujours sur la même période, on ne change pas la volumétrie du journal et son contenu est un contenu purement informatif, Mmh. pour reprendre les 4 critères. J'ai une autre question sur les tribunes, en précisant des tribunes politiques. Mais par essence, elles sont politiques, toutes les tribunes. Donc, je pense que là, c'est pas un distinguo Oui, qui, c'est la qui, même, qui doit être non, non, fait. tout à fait, C'est la, c'est c'est la ça. même Oui, chose. oui, c'est la même. Ouais. Sur les détails des Alors, contenus, alors, peut-être que, juste pour Philippe, pour préciser, peut-être oui, que derrière la question de notre participant sur la tribune politique, c'est lorsque le contenu serait beaucoup plus politicien que hum, portant sur les projets de la commune ou une appréciation de la gestion des affaires de la commune. Là, on retombe très clairement dans les limites liées à la diffamation et à l'injure. Mais on est sur des règles générales. Il n'y a pas de règles particulières spécifiques pendant la période préélectorale sur les tribunes, dès lors que, je le redis, le dispositif existait au préalable. oui, les mêmes règles qu'en temps normal, au-delà d'une campagne électorale, disons. Exactement, c'est Ouais. ça, c'est ça. Alors, après, j'ai d'autres questions. Alors, peut-être sur le bilan de mi-mandat sur le site internet. Est-ce qu'on le groupe avec le moment où on va parler plus de la Ouais, communication numérique? c'est ça, c'est ça. Euh, Autre question, peut-on maintenir les permanences du maire sur l'affichage municipal? Idem. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille jusqu'au bout des critères, parce qu'en fait, toutes ces questions vont trouver leur D'accord, réponse à la fin quand on aura fait les 4 critères. ok. Et là, Et je rebondis alors, sur cette question, sur le critère de l'antériorité. Si monsieur le maire avait l'habitude de faire ses permanences depuis longtemps, alors pourquoi pas depuis le début du mandat, mais il a pu organiser ça au bout de, il y a 1 an ou 2. hmm, Là, on est sur une antériorité qui est quand même établie. Il avait l'habitude d'informer la population pour que justement la population soit informée qu'il y a ces permanences et que l'on peut aller rencontrer le premier magistrat de la commune tel jour, telle heure, dans telle salle de l'hôtel de ville. Il n'y a aucune raison de modifier cette pratique-là. et peut-être, avant de vous laisser dérouler, peut-être une question plus un peu préliminaire, parce Uh-huh. qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait des communes et les intercos, et une question de dire, est-ce que toutes les règles qu'on est en train d'évoquer concernent un syndicat de déchets? Bien sûr, Donc, dès lors que vous tous avez les syndicats, absolument, hein. dès lors que vous avez des élus qui siègent dans votre conseil syndical ou votre comité syndical et qui se présentent aux élections, toutes les actions de communication que vous allez pouvoir développer dans le cadre de votre syndicat des déchets et qui seraient susceptibles d'être vues non pas comme de la communication institutionnelle, mais comme de la promotion de tel ou tel élu, par ailleurs candidat aux élections municipales, vous font entrer dans les règles qu'on est en train de développer. Ok, c'est clair. Ben, je vous laisse dérouler et on reviendra sur Allez, les on questions y par la va. suite.
Donc, antériorité, vous l'avez bien compris, vous avez compris la logique, il ne faut pas créer le dispositif. Encore qu'on va le voir, c'est aussi possible, mais voilà, la règle générale, là, pour le coup, la prudence implique que, notamment sur tout ce qui est journal municipal ou retour de communication ou retour d'information vers la population, on est déjà une pratique bien établie qui révèle qu'on est là sur des actions au long cours et pas du tout des coûts médiatiques que l'on va pouvoir faire dans le cadre de la période préélectorale. Vous avez quelques illustrations. La distribution de cartes de vœux ou de cadeaux aux participants d'une cérémonie ne sera pas critiquable si, nous dit le juge, tel était déjà le cas les années précédentes. De la même manière, et ça rejoint un peu la question des permanences de M. le maire à l'hôtel de ville, là, si la tenue de réunions de présentation de différents projets communaux, lorsqu'elle relève d'une pratique habituelle de la municipalité qui tient régulièrement ces réunions d'information et de concertation de quartier, ne pose aucune difficulté à ce qu'on les maintienne. Donc évidemment, si vous me permettez l'expression, il ne s'agit pas de découvrir la démocratie participative au 1er septembre. Parce que là, pour le coup, en termes d'intériorité, ça va poser une difficulté. Mais si telle était vos pratiques avant la période des 6 mois, il n'y a aucune raison, en tout cas sur le principe, que vous arrêtiez. Maintenant, on va voir dans quelle mesure les autres critères sont aussi remplis. Les inaugurations, parce que là, on parle du journal municipal ou des actions de com, mais les inaugurations, là aussi, parfois, on a des questions au cabinet où on nous dit mais je ne peux pas inaugurer je sais pas moi, mon EHPAD parce que je suis dans la période des 6 mois. La question, c'est de savoir si cette inauguration, elle est, et vous le voyez, justifiée objectivement dans le calendrier de réalisation de l'équipement ou pas. Et on aura des illustrations tout à l'heure où lorsque le maire décale artificiellement de 7 mois l'inauguration de la maison de retraite pour que cela tombe à 3 mois des élections, bien là, le juge nous dit, là, ce n'est plus de la communication institutionnelle ou ce n'est plus une inauguration normale dans la continuité du projet. Vous avez utilisé votre pouvoir municipal pour fixer une date de manière artificiellement décalée pour que ça vous serve en termes de propagande électorale. C'est typiquement l'illustration de ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Je suis dans la continuité de mon projet, il n'y a aucune difficulté. Et vous avez, vous le voyez, un certain nombre de décisions qui sont constantes. Vous le voyez, 2009 pour Montauban, 2015 plus récemment. Le juge nous dit, si c'est dans la continuité, si c'est objectivement fixé dans le calendrier du projet, il n'y a aucune raison que cette inauguration ne soit pas réalisée. On a beaucoup de questions sur les inaugurations. Ouais. Et justement, demandant est-ce qu'il faut tout arrêter à partir de septembre. Donc là, c'est clair. Voilà. Voilà. On a la réponse. Idem pour la fête des grands-mères. Alors, cette décision est extrêmement intéressante, vous le voyez. Alors, pas parce que c'est la fête des grands-mères, même si c'est extrêmement important, mais le juge, pour vous montrer le pragmatisme du juge, et qui vous montre qu'il ne faut surtout pas avoir des positions de principe figées, arrêtées, comme je l'entends trop souvent, ou que je lis malheureusement trop souvent sous certaines plumes. La fête des grands-mères reprend après 3 années d'interruption. On pourrait se dire l'antériorité a été rompue, puisque ça fait 3 ans que ça n'avait pas lieu, et bizarrement, c'est de nouveau organisé l'année précédant les élections, en l'espèce les élections cantonales. Mais la règle est évidemment la même pour les élections municipales. Le juge vient nous dire non, moi je le valide, et je considère que c'est une manifestation totalement normale, tout simplement pourquoi? Parce qu'objectivement, vous n'aviez pas pu organiser pendant les 3 années précédentes, en raison des travaux de rénovation de la salle qui accueillait cette manifestation-là, vous n'avez pas pu accueillir jusqu'à présent cette manifestation. Donc, la salle revenant disponible, vous reprenez l'organisation de cette fête des grands-mères, et moi je considère, en l'espèce, que ça ne constitue pas une opération de propagande électorale, mais bien une opération normale dans l'exercice du mandat. Donc, vous voyez que le juge va quand même assez loin dans la compréhension de la réalité concrète des situations de communication ou de manifestation. En revanche, et on revient sur le bulletin, mais c'est pour ça qu'on va retrouver le bulletin et l'inauguration tout au long du propos. La diffusion d'un bulletin municipal qui dresse un bilan particulièrement élogieux de l'action menée par la municipalité sortante, alors que la pratique du bilan n'existait pas au préalable, le juge vient nous dire dans cette décision de 2009 que là, pour le coup, c'est une action de propagande et ce n'est pas de la communication institutionnelle. Vous avez créé spécialement ce bulletin pour faire la publicité, la promotion du maire et de l'équipe sortante en vue des élections. Ça n'avait rien à voir avec un dispositif préalable, antérieur de communication institutionnelle. Donc, et c'est la même chose, vous le voyez, sur des collectivités plus larges, avec des campagnes de promotion par affichage
des réalisations de la collectivité, alors que ce n'était absolument pas la pratique habituelle de cette collectivité. Donc, il peut être en période préélectorale, il peut être particulièrement élogieux s'il a toujours été particulièrement élogieux chaque année. Alors, on va le voir, ça sera le critère de Ouais, la neutralité. Ah, d'accord. c'est pas tant sur l'outil que sur le contenu du message qu'il faudra faire Il y a des un peu limites plus quand même. attention. Ouais, d'accord. Exactement, exactement. C'est le contenu. Deuxième critère, l'identité. Donc là, je vous ai mis les principaux critères que le juge va aller regarder. Il faut une forme de comparabilité, d'identité entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on faisait après. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'antériorité, le critère de l'antériorité qui soit respecté. J'ai toujours eu un bulletin municipal depuis 6 ans et donc je continue. Mais dans la période des 6 mois, vous le voyez par exemple, passer d'une pagination à 8 pages à une pagination à 32. J'exagère volontairement Mm. pour que vous compreniez bien comment le juge va apprécier. C'est pas parce que je coche la case de l'antériorité que le juge ne va pas les vérifier non plus, que vous restez dans les mêmes proportions. Pagination, charte graphique, sur les invitations, le nombre d'invités, ou sur les actions récurrentes, un volume à peu près comparable, hein, parce que sans tomber dans le cynisme, mais la fête des grammaires, d'une année à l'autre, on va avoir probablement un volume d'invités qui sera plus ou moins important selon les années. Le juge ne demande pas une identité quantifiée numérique, mais il ne s'agit pas de passer à une invitation de 40 personnes à une invitation de 800, comme vous le verrez dans l'une des décisions que l'on vous a citées. De la même manière, le coût global, je peux inviter le même nombre de personnes, mais plutôt que d'avoir du champomis, je vais avoir un champagne grand cru précisément juste avant les élections. Là aussi, le coût de l'opération va être modifié et donc là, le critère de l'identité ne sera plus respecté, même si, j'insiste, le dispositif pouvait exister antérieurement. Donc, on est vraiment sur des critères qui sont cumulatifs, hein, c'est vraiment l'aspect important. Pour les actions nouvelles, alors, le juge est quand même est davantage méfiant quand on crée une action spécifiquement dans cette période. Je mets de côté évidemment la question des inaugurations qui, elles, vous l'avez compris, sont liées au déroulé normal de la réalisation du projet. Mais si on crée une opération nouvelle, vous le voyez, le juge va vous demander de lui montrer que cette organisation est comparable sur des manifestations semblables à ce qui pouvait être fait par ailleurs. Donc là aussi, illustration de cette grande souplesse du juge sur l'appréciation des critères. S'agissant des manifestations, mais on l'a dit, ça je peux passer, ou des publications, là aussi, le juge va pouvoir faire preuve de beaucoup de pragmatisme dans l'approche de le critère de l'identité. Troisième critère, la régularité. Là, c'est très simple, fréquence, périodicité. On ne doit pas avoir spécialement modifié dans le cadre de la période préélectorale la fréquence, la périodicité ou, on vient de le voir dans le point numéro 2, le support en lui-même, hein, ou l'action de communication. Donc là, clairement, si on est sur une publication qui est mensuelle, qui est trimestrielle, semestrielle ou annuelle, eh bien, on ne change pas à partir de septembre 2025, on ne change pas cette périodicité. J'avais l'habitude d'avoir un numéro du journal municipal tous les ans, je crois que c'était ce qui ressortait de la question que Philippe nous a posée tout à l'heure. Oui, tout à fait, ouais, Je annuel. le Ouais. publie en décembre chaque année. Ben, je ne vais pas en faire 2 ou 3 l'année précédant les élections. Je vais rester sur ma périodicité annuelle en décembre. Et ce n'est pas parce que je serai à 3 mois des élections que ça changera quoi que ce soit si je respecte ce principe d'antériorité, d'identité et ici de régularité. Critère de régularité, la fixation de la date d'une manifestation, d'une inauguration. On revient aussi sur les inaugurations, puisque c'est en général vraiment les 2 points sur lesquels on a le plus de questions et d'interrogations, hein, journal institutionnel et inauguration. Là aussi, vous le voyez, le juge nous dit qu'il s'agit de lui démontrer que la date qui a été fixée est dans la continuité du projet ou de l'opération. C'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure par anticipation. Vous le voyez, décision du Conseil d'État, élection municipale de Salles-d'Aude. On a artificiellement décalé de plus de 7 mois la visite et l'inauguration de la maison de retraite. Le juge a considéré que c'était une manœuvre illégale. Parce que là, on n'était plus dans la continuité normale de la réalisation des projets et des travaux de rénovation qui concernaient cette maison de retraite. Typiquement, là, vous avez l'illustration que le juge
ne fait pas de question de principe sur l'interdiction, mais il ne fait pas non plus une question de principe sur l'acceptation de tout et n'importe quoi. Là, manifestement, on a artificiellement décalé. Vous décalez d'une semaine ou de 15 jours pour avoir, par exemple, le préfet, parce que le jour où vous l'avez prévu, le préfet n'est pas là. Vous décalez de 15 jours. Je suis à peu près convaincu que le juge ne viendra pas vous dire que vous avez, surtout avec la présence du préfet, vous avez artificiellement décalé l'invitation. Vous décalez de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois sans aucune justification objective. Là, le juge vous dira que vous avez instrumentalisé l'action de l'inauguration en vue d'en faire une manœuvre électorale. Voilà, ça c'est la même logique que ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Ces critères étant évidemment entre eux extrêmement liés. Là, vous avez une décision intéressante, vous le voyez, de 2009, élection municipale du Blanc-Mesnil. Le décalage de la date d'inauguration du bâtiment municipal était objectivement justifié par des difficultés liées à l'exécution d'un marché public. Le juge considère qu'on est là dans les contingences qui peuvent arriver souvent d'ailleurs dans l'exécution d'un marché de travaux. Il n'y a pas de débat, c'était totalement justifié et objectivement justifié par la collectivité. Quatrième et dernier critère, et c'est sur cette disposition-là qu'il faut que vous soyez peut-être plus attentif que ce que vous l'êtes normalement, parce que souvent vous êtes focalisé sur le principe, sur la forme. Je ne peux pas communiquer pendant cette période. Si, on peut, vous l'avez bien compris, je crois que c'est le message qu'on a souhaité vous faire passer, mais la question c'est que ça ne soit que de la communication institutionnelle et non pas de la propagande électorale. Et c'est peut-être là-dessus que c'est pour vous le plus délicat, c'est maîtriser. Alors quand c'est dans le journal municipal, ben, vous maîtrisez avant la publication. Et lorsque c'est sur les prises de parole de votre maire ou de l'équipe municipale, là c'est un travail de discipline en amont qu'il vous faut réaliser pour que là aussi, si l'action sur le principe est parfaitement envisageable, que sur le fond, on ne trahisse pas finalement une instrumentalisation de la communication à des fins de propagande. Donc, contrôle au fond, c'est-à-dire c'est le contenu de l'action ou de la manifestation. Et donc, vous le comprenez bien, le juge ne peut pas nous dire par principe ce qui serait neutre et ce qui ne le serait pas. C'est au cas par cas. Donc, c'est une analyse casuistique à laquelle il faut se livrer pour que le juge puisse nous dire si il estime qu'il y a eu ou pas atteinte à ce principe de la communication institutionnelle ou s'il y a eu, au contraire, respect des impératifs de la communication. Pour vous donner une ligne directrice, parce que vous ne pouvez pas non plus simplement repartir en disant, comme c'est du cas par cas, on ne sait pas trop comment se dépatouiller. Si vous avez quelques grandes lignes directrices qu'on vous donne bien volontiers, aucune considération partisane ou assimilable à de la polémique électorale. On présente objectivement le projet, on ne dit pas que c'est grâce à l'immense qualité de l'équipe municipale, qui par ailleurs va se représenter probablement en mars 2026, que ce projet a été réalisé. On est en train d'expliquer que c'était un engagement, on l'a tenu, on l'inaugure, c'est l'intérêt général qui prime, et ça s'arrête là. C'est vraiment très schématiquement la ligne de partage que le juge se donne en matière de contenu du dispositif communicationnel. Donc, vous le voyez, lorsqu'on est sur des écrits, les termes employés ou rédigés doivent être exempts de toute tentative de valorisation individuelle excessive ou de l'équipe. Et lorsqu'on est sur des prises de parole en public, les propos doivent être exempts de toute dimension polémique ou électoraliste. L'inauguration n'est pas le lieu de mettre, si vous me permettez l'expression, un gros tampon au candidat qui va se retrouver en face de nous en mars 2026. L'objectif, c'est simplement d'expliquer ce que l'on fait ici dans cette inauguration, c'est-à-dire inaugurer un bâtiment public parce que c'est le service de l'intérêt général. Voilà pour ces éléments qui, vous le voyez, vous donnent une ligne, alors j'en ai conscience qui n'est pas toujours au quotidien extrêmement simple à faire, mais qui, dans tous les cas, va vous permettre d'éviter les grosses erreurs. C'est vraiment ça l'idée qui sous-tend cette ligne directrice. Peut-être une question ? Oui, on va prendre quelques questions. C'est vrai que, bon, là, je pense que c'est clair par rapport à ce que vous avez dit. Beaucoup de questions sur les inaugurations à partir du mois de septembre. Donc ça, c'est clair, c'est possible dans un certain cadre, comme on l'a dit. Il n'y a pas de souci. Il y a la question d'une cérémonie de pose de première pierre à partir de septembre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est considéré comme de la propagande électorale? Alors, là aussi, je vais vous faire une réponse, mais qui est la réponse que le juge vous ferait. Ça dépend. Si la pose de la première pierre est à la suite de l'obtention de l'ensemble des subventions, par exemple, nécessaires pour le financement du projet,
si vous avez attribué les marchés, notamment de travaux, qui vont vous permettre de lancer la construction. Et dans les exemples que l'on a cités et que vous retrouverez dans le diaporama, vous avez une décision qui traite justement de la pose de la première pierre. Le juge nous dit, même logique, si on est dans la continuité des formalités administratives, donc je le redis, obtention des subventions si c'était nécessaire, attribution des marchés et lancement des marchés, vous pouvez poser la première pierre. Évidemment, cette action-là, elle sera sujette à beaucoup plus de doutes, voire de contestation des autres listes s'il devait y avoir un contentieux électoral, puisque là, quand même, il faut, et on va le voir à la fin dans les sanctions, mais il faut quand même se mettre en perspective qu'il y aura un contentieux électoral. Hein, donc, c'est aussi une appréciation du risque au niveau local à laquelle il faut se livrer pour savoir si on se lance dans une action nouvelle ou pas. Mais je le redis clairement, sur le principe, le juge administratif n'interdit pas la pose de la première pierre si celle-ci n'est pas artificiellement décalée ou si, par exemple, à l'inverse, on n'a absolument aucune certitude sur le financement du projet. On n'a, par définition, aucun marché, puisqu'on n'a pas les financements pour lancer les marchés, et on va poser la première pierre. Voilà, clairement, on est en train de faire de la propagande et pas de la communication institutionnelle. Voilà. Et ça, c'est, vous le verrez, un des exemples que l'on a cités dans les décisions, du diaporama. Autre question qui revient régulièrement, est-ce que l'on peut continuer à mettre des photos des élus sur les différents supports de communication, pardon, et les réseaux sociaux? Bon, là, c'est clair, hein, avec tous les critères que vous avez expliqués, critères de régularité et d'antériorité. Si c'est fait habituellement, il n'y a pas de souci. Après, tout dépend le contenu, évidemment. C'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. Une question que je trouve intéressante, parce que c'est est-ce qu'il est judicieux de vouloir créer un conseil municipal des jeunes en septembre 2025? On est sur un autre cas de figure. Alors, ouais, on est sur un autre cas de figure. Appliquons les critères, c'est un cas pratique, excellent. Profitons-en. Est-ce qu'on a une antériorité? Par définition, non. Est-ce qu'il est possible d'apprécier par comparabilité si on a la même forme pour l'organisation de ce dispositif qu'un autre? Ben, ça va être difficile de comparer parce qu'on est quand même sur une opération très spécifique. Par définition, la régularité n'intervient pas. La neutralité pourrait être respectée, mais là, pour le coup, on est sur une opération qui, moi, me semble peut-être sujette à un peu plus de prudence que ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce qu'on est vraiment là, pour le coup, hors cadre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un engagement de campagne de 2020 et on le fait que maintenant? Comprenez tout de suite que là, pour le coup, ça va se voir. C'est un besoin qui est apparu ou un projet qui est apparu en cours de mandat, on le lance maintenant. La question, c'est pourquoi maintenant? Voilà. Si vous arrivez à répondre objectivement à ça, on peut s'y hasarder. Mais sur le principe, là, pour le coup, quitte à être un peu en atténuation de l'équilibre qu'on essaie de trouver, là, moi, je serais plutôt prudent parce que, par définition, il n'y a rien de comparable à ça et on est sur une action qui, par définition, tombe du ciel pour la première fois. Alors, je le redis, ce n'est pas impossible, mais là, on est quand même sur un cas extrêmement particulier, quand bien même les personnes spécialement visées par ce conseil municipal des jeunes ne seront pas des électeurs de l'élection municipale de 2026. Donc, c'est aussi un critère qui vient atténuer le danger. Mais là, pour le coup, je serais peut-être un peu plus prudent. Plus prudent peut-être de le mettre en place en mai, juin ou juillet 2026. C'est ça, c'est ça. Pas mal de questions liées effectivement aux réseaux sociaux, donc on va peut-être démarrer la dernière partie. Et avant, on a une nouvelle question sondage. Donc, effectivement, donc c'est sur un cas très, très concret, très pratique, mais qui peut plus une fois se poser à vous. Alors, elle s'affiche. Pour sa campagne, le maire candidat souhaite utiliser des photos de la photothèque municipale. Peut-il le faire? Donc, vous avez 3 choix de réponse. Non, ce n'est pas possible. Oui, sans problème. Oui, mais à certaines conditions. Donc, je vous laisse répondre. Je ferai réagir Samuel dessus. On peut peut-être commencer, Samuel, sur la communication numérique. Communication numérique, oui. Alors là, la communication numérique, vous allez voir, on n'a pas un nombre de diapos extrêmement élevé, tout simplement parce qu'on applique à l'identique.
les critères que l'on vient de tracer. C'est vraiment une caractéristique du juge administratif, c'est que quelles que soient les évolutions techniques, technologiques qui peuvent exister, il essaie toujours de raccrocher sa jurisprudence à ses principes fondateurs. Et là, que je m'exprime sur un tract, que je m'exprime à travers une inauguration, que je m'exprime à travers un post sur les réseaux sociaux ou sur le site institutionnel de la collectivité, le site internet de la collectivité, le juge va s'assurer que les principes ont bien été respectés. Donc voilà, ça c'est vraiment la règle. C'est le même régime juridique qui s'applique que celui qui s'applique sur les supports traditionnels de communication. Alors, je vous ai mis quelques illustrations, notamment, vous le voyez, cette édition de 2009 sur le site internet de la commune. Le juge a vérifié que, en l'espèce, il y avait une présentation du budget de l'équipe sortante qui avait été réalisée en décembre de l'année précédant les élections. Donc, c'est une configuration très similaire à celle qu'on peut rencontrer pour les élections municipales de 2026. Et le juge est allé vérifier quel était le contenu de cette communication. Il s'est aperçu que cette communication correspondait à une information des citoyens sur les principales recettes, les principales dépenses, les principaux projets qui allaient être mis en œuvre dans ce budget. Comparativement aux communications précédentes, des budgets précédents, le juge a estimé qu'on était exactement dans la même tonalité. Aucune raison qu'on ne se livre pas à cette information du public, communication institutionnelle, qui en l'espèce ne présentait pas les caractères de propagande électorale, même si, évidemment, indirectement, on va mettre en lumière l'équipe sortante. Mais j'ai envie de dire, c'est une inégalité structurelle. On ne peut pas gommer le fait qu'il y ait des gens en place qui sont en train de briguer le renouvellement de leur mandat. J'ai envie de dire, c'est la structure même du monde territorial qui veut qu'il y ait des candidats, des majorités sortantes et des oppositions qui veulent devenir majorité. Donc, c'est cette action en parallèle qu'il faut savoir réaliser. Je dois et je peux continuer à agir en termes de communication, en termes d'action politique et action publique, mais en faisant attention que je n'en profite pas de manière excessive pour assurer une propagande électorale qui est, elle, pour le coup, serait susceptible d'entraîner un certain nombre de sanctions que l'on va voir juste après. Peut-être le résultat de notre Du sondage. sondage, ouais. Donc, la majorité a raison, ça arrive, ça arrive parfois. Donc, non, ce n'est pas possible, 35%. Oui, sans problème, 3%. Bon, il y a une certaine forme de lucidité. Oui, mais à certaines conditions, qui était évidemment la bonne réponse, 62%. Petite réaction, C'est ça. Samuel? Effectivement, c'est souvent là aussi des approches un peu, je dirais, un peu dogmatiques qui sont constatées dans la sphère territoriale. C'est que dès lors que c'est un document, une pièce, en l'espèce un cliché ou plusieurs clichés qui ont été pris par les services municipaux ou dans le cadre de l'action municipale, on ne pourrait pas l'utiliser à d'autres finalités. Bah, le juge nous dit, là aussi, bah, tout ça, ça dépend. Est-ce que vous utilisez ces clichés parce que vous êtes le maire et vous êtes allé taper dans la photothèque parce que vous avez un accès aux fichiers et vous les avez réutilisés comme ça? Bah, là, c'est illégal. Et là, c'est un détournement des moyens de la collectivité à des fins de propagande électorale, L52-8, pour revenir à notre point de départ. Soit, deuxième hypothèse, vous les avez, enfin, le maire les a acquises, mais à un prix purement symbolique. Et là, on retombe sur L52-8, puisqu'à 52-8, rappelez-vous, nous dit qu'on ne peut pas donner et apporter des moyens qui ne seraient pas liés au prix du marché. Donc, il faut qu'il y ait une comparabilité au prix du marché. En revanche, troisième et dernière hypothèse, vous avez la possibilité d'acquérir ces photos à un prix qui manifestement n'est pas incompatible avec le prix du marché. Et là, vous pouvez les utiliser sans aucune difficulté, bien évidemment, en ayant tracé, en ayant attesté du paiement des clichés que vous allez ensuite pouvoir utiliser. Illustration parfaite, là aussi, puisque le juge ne fixe pas des dictates en la matière, mais c'est plutôt éloge de la souplesse. Et cet éloge de la souplesse, pour terminer, on la retrouve aussi dans les sanctions.
Alors évidemment, vous connaissez sanctions pénales, réintégration des dépenses correspondantes dans le compte de campagne si la collectivité, évidemment, est soumise au compte de campagne, hein, donc commune de plus de 9 000 habitants pour les élections de 2026. Le cas échéant, l'inéligibilité, donc là, on est sur des sanctions lourdes, hein. Moi, ce sur quoi j'aimerais insister, s'il nous reste deux petites minutes, c'est la Oui, première sanction, c'est l'annulation des opérations électorales. Et vous le voyez, on a voulu vraiment le mettre en grâce, c'est que ce n'est pas parce que le juge va estimer que votre action de communication était illégale que mécaniquement, il va annuler les élections. Ce n'est pas vrai. Ceux qui vous disent ça font une analyse, à mon avis, erronée de ce que nous dit le juge. Le juge ne va procéder à l'annulation des opérations électorales que si l'opération illégale a porté atteinte à la sincérité du scrutin. C'est-à-dire que vous avez une opération, exemple, je reprends l'exemple tiens, de notre conseil municipal des jeunes, mm, là aussi pour bien matérialiser. Je lance et je crée le conseil municipal des jeunes en septembre. C'est la rentrée, je lance ça. Bon, par extraordinaire, je ne crois pas trop, mais par extraordinaire, le juge nous dit, non, ça c'est une opération nouvelle. Vous avez fait en plus une manifestation avec un pot assez somptuaire, avec des frais. Je considère que vous avez non pas réalisé une action de communication, mais de la propagande électorale. Ben, ça ne veut pas dire que les élections, s'il y a contentieux, vont être mécaniquement annulées. Le juge va simplement vérifier si ça a pu influencer l'issue de l'élection. Comment il va le savoir si ça a pu influencer? Ben, c'est la différence de résultats électoraux. Est-ce qu'il y a une différence de voix considérable qui fait que même avec cette irrégularité, ben, l'élection sera quand même validée? Ou est-ce qu'il y avait 5 voix d'écart sur un corps électoral particulièrement important? Et là, le juge va considérer que ça a pu avoir un effet compte tenu du faible écart de voix, pour reprendre le standard de langage du juge administratif en la matière. Donc, vous le voyez, même s'il y a une irrégularité dans vos actions de communication, et c'est là-dessus qu'on voulait vraiment insister pour conclure, c'est que ça n'entraîne pas mécaniquement l'annulation des opérations électorales. Si vous avez gagné avec plus de 5 ou 10% d'écart de voix, ben, il est fort probable que le juge considérera que même irrégulière, l'inauguration ou la page qu'on a rajoutée dans le journal municipal pour faire un bilan peut-être un peu élogieux n'aura pas nécessairement eu des effets sur la sincérité du scrutin. Donc vous le voyez, même s'il y a un risque pris sur la communication, ça ne veut pas mécaniquement conduire à l'annulation des opérations électorales. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, mais c'est aussi pour savoir qu'il y a une analyse de risque. Et on l'a dit avec Philippe depuis le début. Il y a un contexte local. Vous savez, si vous me permettez l'expression, ça va être tendu, si la campagne va être une campagne extrêmement violente, ou si vous avez une opposition qui fait son travail d'opposition, mais sans nécessairement avoir des velléités contentieuses derrière. C'est à vous à apprécier ça. C'est à vous aussi à être un peu fair-play parfois dans l'utilisation des moyens de la collectivité. Mais il y a vraiment ces deux temps. Il y a j'analyse mon action et il y a les conséquences de cette action sur le contentieux électoral et sur, le cas échéant, l'annulation ou pas des opérations électorales. sur le conseil municipal des jeunes, on reste malgré tout quand même sur le conseil de prudence, de mieux de pas le mettre en place et de le créer en septembre. C'est mieux de le faire C'est ça. après le scrutin, si c'est la même équipe. C'est vrai qu'on arrive à la fin. Alors peut-être une dernière question, sur le site internet, pareil, plusieurs fois la question est venue sur des bilans de mi-mandat, faut-il le retirer? Non. Alors, Je- le bilan de mi-mandat, lorsqu'il a été fait par la collectivité dans les règles du code électoral, n'a pas vocation, par principe, à être écarté. En revanche, il faut faire extrêmement attention à ce que la communication du candidat, par ailleurs maire, ne fasse pas directement écho à ce bilan de mandat. Je vous donne un exemple. Monsieur le maire et sa nouvelle équipe créent une page Facebook et on fait un lien direct en permanence entre cette page Facebook et le site internet de la commune sur le bilan de mandat. Là, le juge électoral a considéré qu'il y avait là une forme d'instrumentalisation des moyens de la collectivité à des fins de propagande électorale. Donc là, il faut être extrêmement prudent, mais ça ne retire rien au fait que l'on peut se livrer, on peut procéder à ces bilans ou faire les fameux bilans, le bilan de l'année ou le budget de l'année, la présentation du budget de l'année à la population, à partir du moment où on est dans les mêmes proportions et surtout, on a respecté l'antériorité et la neutralité.
Et peut-être une dernière question, hein, désolé pour toutes celles que je n'ai pas pu poser, mais il nous aura fallu beaucoup plus de temps, qui est très différente, mais que je trouve assez intéressant. Je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. Avancer le vote du budget primitif en décembre 2025, alors qu'il a toujours été voté en mars, peut-il être vu comme une manœuvre électorale? Par principe, ça pourrait l'être. Mm. Mais là aussi, on retombe sur les critères. Est-ce qu'il y a une justification objective à ce décalage? S'il y a une justification objective à ce décalage, il n'y a pas de raison que l'on n'adapte pas le fonctionnement de la collectivité à ces justifications objectives. Si c'est tout simplement pour pouvoir faire valoir à l'occasion de la campagne électorale ce qu'on a fait voter dans le budget en décembre, alors qu'habituellement on le fait toujours en février ou en mars, là pour le coup, c'est susceptible de constituer une action de propagande électorale, mais vous l'avez bien compris, sous réserve que le juge estime que cela a pu porter atteinte à la sincérité du scrutin. Mais sur le principe, c'est une question qui est tout à fait justifiée. On pourrait parfaitement s'interroger sur ce décalage. Est-ce que ce décalage est objectif ou est-ce qu'il est artificiel? Voilà. S'il est objectif, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. S'il est artificiel, là, pour le coup, on tombe clairement dans les critères d'irrégularité des opérations de communication, des opérations de fonctionnement de la collectivité. Malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête là. Comme je vous dis, désolé pour les questions qu'on n'a pas pu poser. Je pense qu'on en a quand même prises pas mal. Et Samuel Diens, quand même, nous a exposé beaucoup de choses et beaucoup de cas pratiques, hein, avec les jurisprudences. Donc, quand même, pas mal d'éléments. Donc, comme d'habitude, vous allez recevoir vraiment dans les 24 heures le lien du replay. Et il y aura également la présentation de Samuel Diens. Donc, comme d'habitude aussi, cette webconf est en ligne sur le site de VK. Je remercie notre partenaire, le syndicat national des DG des collectivités. Et donc, juste pour vous dire que on est à la pause estivale, si je puis dire, nos webconf d'actu reprennent à la rentrée. Mais sur ce thème qui vous intéresse aussi beaucoup, sur la décharge de fonction, avec Samuel, on se retrouve la semaine prochaine en présentiel. C'est bien aussi de se voir en chair et en os de temps en temps. Sur le 10 juillet, à l'occasion du congrès de l'Association des administrateurs territoriaux, qui se passe cette année à Cergy, donc un atelier qu'organise VK avec Samuel Diens sur la décharge de fonction. Enfin, je tiens à remercier en régie Cynthia Nguyen et Alicia Cousin. Et avec un peu de retard, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie tous et un merci particulier évidemment à Samuel Diens. Merci beaucoup. Merci à vous tous.